Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on peut créer un module de propriété intellectuelle basé sur du code VHDL. Donc ce module de propriété intellectuelle, Intellectual Property ou IP, on va le créer à partir de l'additionneur 4 bits qui a été défini dans la première vidéo. L'objectif, c'est de pouvoir réutiliser ce module de propriété intellectuelle, donc cet additionneur 4 bits, comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, qui fait apparaître donc le module de propriété intellectuelle, ainsi qu'un élément qui permet de fixer une constante, ici une constante 0 pour l'entrée de retenue de l'additionneur 4 bits. On verra ensuite comment intégrer ce composant dans un projet et comment intégrer l'intégralité de ce projet dans le composant logique programmable de façon à pouvoir le tester in situ. Bien. Alors, je me rends tout de suite sur Vivado, on retrouve notre projet précédent, et à partir de ce projet, je vais donc générer un module de propriété intellectuelle. Pour ça, je me rends dans Tools, ici, Create and Package New IP. Je choisis de réaliser donc ce nouveau module de propriété intellectuelle à partir du projet courant. Alors on va donner un chemin pour pouvoir stocker l'ensemble de nos modules de propriété intellectuelle. Donc pour ça, vous vous rendez dans le dossier où vous mettez tous vos projets. Vous cliquez sur l'outil qui permet de créer un chemin. Donc là, ce dossier, créer un chemin, je peux créer un dossier, évidemment. Ce dossier, je vais l'appeler mes IP. Voilà. Et à l'intérieur, je vais créer un autre dossier qui va me servir de stockage pour mon IP additionneur. Donc additionneur 4 bits. OK. Bien, on le sélectionne ce dossier. On passe à la suite. Donc le logiciel effectue une copie du code source de l'additionneur 4 bits qu'on a réalisé dans la vidéo précédente. Et ce code source, il va donc le mettre dans un dossier qui sera utilisé pour le module de propriété intellectuelle. Donc là, on a un nouveau projet qui s'ouvre, vous voyez. Et ce nouveau projet, c'est le projet qui concerne donc notre module de propriété intellectuelle. C'est un projet temporaire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'alléger l'affichage et on va plutôt appeler ça additionneur 4 bits. Je vais juste modifier le nom et la description. Alors, à la limite, la description, on peut laisser le fait que c'est la version 1. Mais par contre, à l'affichage, ce sera peut-être mieux de voir apparaître additionneur 4 bits. Pour les autres paramètres, je laisse ça de côté puisqu'on reverra tous les aspects du packaging d'un IP dans une vidéo ultérieure sur des choses un petit peu plus complexes. Donc ici, il s'agit de packager maintenant notre IP. On clique sur le bouton Package IP. OK. Voilà, c'est terminé. Le module de propriété intellectuelle a été créé et d'ailleurs, on peut se rendre dans le dossier de nos projets, de constater la présence du dossier mes IP et à l'intérieur donc du module IP additionneur 4 bits. Bien, à partir de là, ce que je vous propose de voir, c'est comment utiliser ce module de propriété intellectuelle. Alors, pour cela, je vais retourner sur mon projet ici. Hop, celui-là, je vais le fermer. J'en ai toujours un là qui traîne. Donc, on oublie ça. Et je vais créer un nouveau projet. Donc, ce nouveau projet, il a pour objectif donc d'utiliser le module de propriété intellectuelle additionneur. Donc, utilisation IP additionneur 4 bits. Allez, on est suffisamment exhaustif dans les noms. OK. Donc, c'est un projet RTL comme d'habitude. Le langage cible, faites bien attention, c'est le VHDL.
On ne donne pas de fichier source, on ne donne pas de fichier de contrainte pour le moment. On choisit en revanche notre carte, et notre carte c'est la version B3 de la Zibo. Et on en termine avec la base de création de notre projet. On accepte effectivement de fermer le projet additionneur 4 bits, on n'en a plus besoin à ce stade, puisque maintenant on dispose de notre module de propriété intellectuelle. Alors module que l'on va maintenant utiliser. Pour l'utiliser, on va créer un bloc design, donc un schéma. On propose un nom par défaut. Bon, je vous rappelle que pour que ça soit vraiment exhaustif, pour que les choses soient claires, c'est important de choisir un nom. Bon là on est en train de faire vraiment un TP d'initiation. Donc je laisse le nom design 1 qui est proposé. Et ici, je peux maintenant ajouter des modules de propriété intellectuelle dans mon schéma. Alors si je tape ADD pour additionneur, je ne trouve pas mon additionneur pour le moment. Alors ça c'est tout à fait normal, puisqu'il faut ajouter dans la configuration du logiciel l'endroit où il peut trouver les dépôts pour les différents modules de propriété intellectuelle. Donc on va ajouter un dépôt, et ce dépôt, ce sera mes IP. Attention, par défaut, vous risquez d'avoir uniquement l'additionneur qui soit pointé. Donc là, on sélectionne bien mes IP. Il fait la recherche des dossiers, sous-dossiers qui peuvent être présents, trouve un module IP. OK. Bon, pour le moment, il n'y en a qu'un, mais par la suite, on pourra éventuellement en ajouter d'autres. Des diviseurs de fréquences, par exemple, des systèmes anti-rebond, différentes choses que l'on va étudier dans les TP suivants. OK. Bien, alors à partir de là, je peux revenir dans la saisie de mon schéma, et cette fois-ci, je trouve bien l'additionneur 4 bits. Allez, un petit double-clic, il apparaît ici. On va ajouter également un élément pour pouvoir fixer CIN sous la forme d'une constante. Hop, on filtre, constante. Voilà pour la constante. Pour pouvoir fixer la valeur de cette constante, la taille du vecteur, un double-clic, le vecteur aura une taille de 1, puisque finalement CIN, c'est un scalaire, et pour la valeur, je vais fixer la valeur 0. Donc j'impose une retenue qui sera nulle. Et comme ceci, j'effectue la liaison. Alors, sur la carte qu'on utilise, on dispose de 4 boutons poussoirs, 4 interrupteurs. Je vais mettre les 4 interrupteurs sur A. Donc pour ça, je vais ajouter ici un port. Donc on crée un port. Ça, c'est pour le vecteur A. Pour le type, je peux choisir data, mais je pourrais choisir other. Et ici, c'est donc un vecteur 3 à 0, un vecteur 4 bits, qui permet de faire de la numération. Donc c'est comme ça qu'on les note en général. Et on effectue la liaison. On rajoute un autre port pour B, que je peux classifier comme data. C'est du 4 bits. Et j'effectue la liaison. Enfin, je vais me limiter au niveau de la sortie à la création d'un port pour le signal S. Donc output, type data, c'est du 4 bits également. Comme ceci. Et j'effectue la liaison. Alors, je n'ai que 4 LED de disponibles pour pouvoir visualiser l'information sur la carte, et par conséquent, je ne vais pas sortir la retenue de sortie cout. Bon, ce schéma il est tout moche. On clique ici pour régénérer le layout, et on obtient quelque chose d'impeccable. Bien, alors si maintenant je veux intégrer tout ça dans la carte, il manque encore quelques informations. Effectivement, sur notre carte, il y a donc un SOC de type Zinc 7000. Ce Zinc 7000 possède 400 broches et boutons poussoirs, interrupteurs, LED sont reliés sur certaines broches du composant. Pour connaître les broches, il suffit de regarder la carte Zibo. Sur la carte Zibo, hop, je vais tenter
de vous montrer ça. C'est jamais évident parce que à chaque fois, ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Vous voyez en dessous les interrupteurs, il y a par exemple marqué SW0, G15, SW1, P15, etc. Alors pareil pour les LED qui se trouvent juste au-dessus des interrupteurs. Et puis pour les boutons poussoirs, on va trouver par exemple BTN3, Y16. Donc Y16, c'est la broche sur laquelle est connecté le bouton poussoir numéro 3. Bien. Alors on va pouvoir poursuivre. Et on va maintenant définir le fichier de contrainte qui nous permettra justement d'effectuer la liaison entre les éléments de notre design ici et les éléments de sortie qui sont connectés au FPGA, au SOC. Pour effectuer ceci, au niveau des sources, on va donc ajouter un fichier de contrainte. Donc j'ajoute un edit conference set. Je crée un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, c'est donc le fichier que je vais appeler, alors je sais pas, on va mettre ça pin additionneur. Donc pour ce projet-là. OK. Alors par défaut, on va le voir, c'est un fichier qui est complètement vierge. Qu'il va falloir maintenant compléter avec des commandes TCL. Alors parmi ces commandes TCL, il y en a une qui s'appelle setProperty. Et cette commande setProperty, on va l'utiliser à plusieurs reprises pour pouvoir caractériser les broches qui sont utilisées. Les broches pour A, B et S. Alors première chose à faire, on va fixer le standard des entrées-sorties. Alors effectivement, il y a une propriété de ce type de composants, c'est que des composants de type FPGA, PSOC, ont des ports d'entrée-sortie qui sont configurables et qui permettent de cibler tout un tas de types de signaux différents. Par exemple, du LVCMOS 3,3 volts ou du LVCMOS 2,5 ou du LVCMOS 1,8 volts, du PECL, etc. Donc ces broches sont très très configurables avec un avantage, c'est que ça nous permet de nous relier à n'importe quel type de composant. Ici, dans le cas qui nous intéresse, on va utiliser du LVCMOS 3,3 volts. Et ensuite, cette propriété, je vais l'appliquer au signal A en utilisant donc la commande TCL getPort pour le signal A. On va faire exactement la même chose pour les ports B et S. Donc on fait des copier-coller. Donc voilà pour le standard. Ensuite, il faut choisir les broches à affecter. Alors pour choisir les broches à affecter, même topo, setProperty. Cette fois-ci, il s'agit de préciser le pin package que l'on veut utiliser. Et là, évidemment, on se réfère au numéro des broches que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, pour le switch SW0, il s'agit de G15. C'est là que je vais mettre ce qui correspond à A0. Donc toujours le getPort. Avec cette fois-ci, pour pouvoir préciser que je prélève A0, j'utilise les accolades. Et ensuite, je précise qu'il s'agit de A0. Hop, on ferme les accolades et on referme les crochets. Alors comme ça, il va falloir faire le détail de l'ensemble des signaux. Donc pour A, ça va donner ça. Alors dans l'ordre, on a après P15, ensuite W13, ensuite T16. Et pour pas que ça soit trop pénible, je vais mettre en pause et
mettre le reste. Bien, alors j'ai terminé. Alors tout de suite, attention, notez bien, hein, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'est pas pin package, c'est package pin, la propriété qu'il va falloir affecter. Donc c'est fait pour les 3 signaux vectoriels A, B et S. Donc là, on a l'ensemble des propriétés. Bien, donc j'ai mon dessin, j'ai les propriétés donc, de contraintes pour pouvoir sélectionner les broches qui vont être utilisées sur le composant pour pouvoir se relier aux différents éléments intéressants que sont les boutons poussoirs et les LED. Il me reste encore une chose à réaliser pour pouvoir intégrer tout ça dans le composant, c'est de donner un accès, je dirais, au synthétiseur du logiciel, à l'outil de synthèse, à l'outil d'implémentation, en créant un wrapper HDL pour notre schéma. Donc attention, hein, on effectue un clic droit sur le Design 1, Create HDL Wrapper, et on laisse Vivado faire le boulot parce qu'il fait ça très bien tout seul. Donc là, on va obtenir le wrapper. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Oui, il prend son temps. Voilà. Bien, bon, alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, hein, ça permet juste en fait d'accéder donc à notre schéma. Bon, rien d'extraordinaire. On va passer sur ce détail et maintenant on va donc utiliser l'outil de synthèse. Donc l'outil de synthèse, c'est l'outil qui transforme en quelque sorte en équation l'ensemble de notre projet. Alors notez que c'est un processus qui est relativement lent. Bien, alors là, je me retrouve avec une erreur qui a sa solution, mais que je vous montre quand même, puisque cette erreur, elle concerne la longueur des chemins. Et effectivement, la longueur de chemin maximum autorisée par Windows, c'est 260 octets. Et là, avec le chemin relativement complexe que je possède, je me retrouve avec ce problème-là. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des noms exhaustifs pour les dossiers, mais ça conduit parfois à un souci. Donc on revoit tout de suite ce que ça donne lorsque tout va bien. Bon, avec un nom à peine plus court pour le nom du projet, c'est passé comme il faut, hein. Donc ensuite, on lance l'implémentation. L'implémentation, c'est ce qui consiste à prendre les équations qui ont été déterminées par l'outil de synthèse et à intégrer ces équations dans la structure matérielle du FPGA. Alors notez qu'ici, on peut choisir le nombre de processeurs que l'on utilise, le nombre de cœurs que l'on va utiliser sur le processeur. Voilà, c'est plutôt même le nombre de threads, hein, parce que moi j'ai pas un processeur à 8 cœurs, j'ai un processeur 4 cœurs. Alors c'est pareil, hein, cette étape d'implémentation, elle peut être relativement longue. Bien, alors lorsque cette phase d'implémentation est terminée, on peut générer le bitstream qui va nous permettre de programmer la carte. Donc là, on peut ouvrir l'implémentation. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est tout de suite de façon très concrète, programmer la carte. Pour ça, on ouvre donc le système qui permet de gérer tous les aspects matériels. Alors, pour l'instant, la carte n'est pas connectée. Je vais donc la connecter sur un des ports USB du PC. Et on va utiliser la fonction AutoConnect. Donc là, le système recherche la carte. Alors c'est bon, il l'a trouvée. Ok, donc je sélectionne la carte correspondante et je vais choisir Programme Device. C'est parti. Donc la carte est programmée. Si je regarde ce que ça donne, bon, je vais peut-être passer en plein écran, ce sera plus convaincant.
problème pour arriver à placer en plein écran. Voilà. Donc ici, on voit que les boutons poussoirs, donc je ne les utilise pas pour le moment. Les boutons poussoirs sont... Excusez-moi. Là, j'ai les switches. Donc les switches, actuellement, j'ai uniquement les switches, les deux switches au poids faible qui sont positionnés à 1, les autres sont à 0. De l'autre côté, comme on appuie sur rien, eh bien effectivement, on a 0 pour ce qui correspond au vecteur de B. Et les deux LED de poids faible sont allumées. Donc normal, hein, ça donne la valeur 3 en décimale, qui correspond en fait à ce qu'on a de ce côté-là avec ces deux switches au poids faible. Si maintenant, j'appuie sur le bouton poussoir qui se trouve complètement à gauche, j'ajoute donc 1. On va donc avoir 3 plus 1, 4. Effectivement, bit numéro 2 de la sortie S qui passe à 1 et les autres sont tous à 0. Si on appuie sur le switch qui se trouve ici maintenant, on va ajouter 1, 2, 4, 8. 8 et 4, 12. Et 8 et 4, 12, voilà ce que ça donne. Donc effectivement, notre système fonctionne. Bon, c'est pas hyper passionnant, mais ça nous a permis de voir comment on pouvait créer un module de propriété intellectuelle et l'utiliser dans un schéma, ce qui nous permettra par la suite de réaliser des systèmes plus complexes. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a vu comment créer un module de propriété intellectuelle, comment l'utiliser dans un projet. On a également vu comment on pouvait créer notre fichier de contraintes pour pouvoir cibler les différentes broches utiles du composant pour pouvoir faire sortir les signaux qui nous intéressaient sur la carte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos.